vraiment heureuse de vous accueillir aujourd'hui, en particulier nos 3 invités pour ce premier Enactalk de 2021. Donc en compagnie de Léa Lermite, qui représente Audencia Junior Conseil et l'association Audencia. Donc je suis Inès Laromé et je représente pour ma part du coup Enactus Audencia, qui est une association qui a pour mission de développer l'esprit d'entreprendre des étudiants et tout cela au service de la société, à travers des projets d'entrepreneuriat social et de la sensibilisation à des thématiques de l'entrepreneuriat social, comme la conférence qu'on fait ce soir. Et donc, Léa, je vais te laisser te présenter aussi. Ouais, du coup, moi, c'est Léa Lermite et ce soir, je représente Modencia, donc, qui est l'association de mode de l'école, qui participe notamment au Trophée de la mode en créant diverses tenues, mais également Audencia Junior Conseil, donc, qui est la junior entreprise de l'école et qui accompagne les entreprises dans divers projets, notamment dans des projets de RSE, puisqu'on propose un diagnostic RSE. Donc, c'est un peu là qu'on se rejoint ce soir. Et bon, c'est parler de nous. Je vais vous laisser la parole. Guillaume, toi qui es ancien d'Audencia, je te laisse la parole en premier. Ah, j'ai l'honneur de commencer, avec plaisir. Je vais faire un petit tour sur ton parcours et puis sur ce que tu fais maintenant. Qu'est-ce qui t'amène là ce soir? Pourquoi tu es là, à ton avis? Ouais, bien sûr. Du coup, je m'appelle Guillaume, j'ai 29 ans et je suis un ancien alumni d'Audencia. Je suis rentré en programme grande école en 2011 et j'ai été diplômé en 2015 d'un master en management du sport. Ce qui m'a amené à faire une marque de basket, donc rien à voir. Mais bon, voilà, c'est la beauté de l'entrepreneuriat. Voilà, aujourd'hui, je suis le cofondateur de la marque de basket Meiko. Si je peux vous en dire un petit peu plus, comme ça, vous saurez qui on est et ce qu'on fait aujourd'hui. On est une marque de basket à impact. Aujourd'hui, on s'inspire des designs incontournables de l'histoire de la sneakers et on y place l'éco-conception, on place l'éco-conception au cœur de nos réflexions sur le produit. Et l'objectif, c'est ainsi d'arriver à démocratiser les baskets raisonnées auprès du grand public pour qui l'esthétisme reste un des critères principaux, si ce n'est le principal. Mais c'est pas tout. En fait, nos baskets aujourd'hui, elles vont s'inscrire dans un projet global qui va bien au-delà. En fait, on s'est construit depuis le début autour d'une mission environnementale qui est la protection de la biodiversité. Donc, on apporte aujourd'hui une contribution humble en collaborant avec des ONG locales pour développer des projets à impact positif là où il y a urgence. On a lancé une première collection en début d'année et là, on avait malheureusement l'embarras du choix. Finalement, on a choisi de bosser pour la protection de la forêt primaire de Sumatra, qui est cette forêt, c'est un des principaux joyaux, on va dire, en termes de biodiversité de la planète, où on retrouve au même endroit des orang-outans, des éléphants, des tigres, des rhinocéros. Et là-bas, on s'est associé à une petite ONG pour lancer un programme éducatif de sensibilisation des enfants. C'était une volonté de l'ONG à laquelle on croyait beaucoup. Et l'idée, c'est d'aller dans des écoles, dans des villages en contact direct avec la forêt et de donner envie à ces enfants de protéger leurs ressources à l'avenir. Voilà, pour l'essentiel sur moi et sur Meiko. Ta paire de baskets, elle est sortie là, ça y est? Ouais, notre site est en ligne depuis quelques jours. On a fait une campagne de financement participatif sur Ulule en novembre qui s'est bien passée. Et voilà, là, on a jonglé un peu avec le contexte actuel au Portugal avec le Covid. On a eu un peu de retard sur notre production, c'était compliqué, mais on vient de livrer à peu près 350 paires de baskets et les gens, pour l'instant, sont hyper contents. Donc voilà. Un projet qui part bien. Ça démarre doucement, mais ça démarre bien. Déjà, on n'a pas déçu les premiers gens qui nous ont fait confiance, donc c'était vraiment la base pour nous, c'était ça. Super. Jocelyn, tu veux peut-être continuer? Avec plaisir. Bonjour à tout le monde déjà, merci d'être là. Je m'appelle Jocelyn, je suis de la région de Rennes. J'ai passé un petit peu plus de 11 ans dans l'industrie textile au sein d'un des principaux groupes de prêt-à-porter français. Un petit détour par l'agro et ensuite j'ai décidé de monter Vigie. Alors Vigie, en quelques mots, qu'est-ce que c'est? On est à la fois dans le domaine de la mode et dans le domaine de la tech et du digital. Et on propose à n'importe quel acteur de la filière textile, c'est-à-dire à la fois les fournisseurs mais également les marques, des solutions innovantes pour récolter la donnée RSE.
l'authentifier automatiquement et valoriser toutes les qualités éco-responsables des produits de la mode textile. En fait, on s'inscrit dans une mission à impact, même si on n'est pas encore une entreprise à mission, ça pourrait le devenir, mais en tout cas, on a la mission, nous, de faire évoluer la filière vers une logique économique qui soit tournée vers plus d'éco-responsabilité, par le fait de promouvoir une fabrication plus responsable auprès des acteurs de la filière et promouvoir aussi une consommation plus responsable auprès du grand public. Du coup, tout ça, ça fait qu'on a une approche assez innovante parce qu'on a des solutions qui s'adressent à la fois aux professionnels, à la fois au grand public, qui sont extrêmement pragmatiques, flexibles. On a une démarche qui s'adresse à la fois à l'aval de la filière avec les marques, à la fois à l'amont avec les fournisseurs, ce qui nous permet de mailler au mieux toute la chaîne d'approvisionnement. Et je rajouterais peut-être simplement 2 valeurs fondatrices par rapport à tout ça. C'est qu'on s'astreint à une neutralité rigoureuse. On n'est pas une agence de notation, on n'est pas là pour dire qui fait mieux qu'un autre ou quel produit est meilleur qu'un autre, mais simplement essayer de raconter de la manière la plus fiable et la plus fidèle possible la RSE d'une marque, d'un fournisseur, d'un vêtement. Et le deuxième point qui nous caractérise, c'est que, on le sait tous, on est sur une filière qui est extrêmement complexe, avec beaucoup d'opacité, beaucoup d'intervenants sur la chaîne de production d'un vêtement. Et donc, certes, il y a la tech qui aide à résoudre, ou en tout cas à avancer dans ce contexte difficile, mais nous, on a rajouté en plus la collaborativité, c'est-à-dire qu'on croit énormément au fait que, en créant un écosystème de plusieurs partenaires, en agissant à plusieurs, on est capable justement de contrer cette complexité. Donc, l'écosystème de Vigie, c'est aussi des cabinets en RSE, ce sont bien évidemment des marques, ce sont des bureaux de contrôle, des marketplaces, des labels, etc. Voilà. Ok, super. Amandine, du coup, on te laisse finir. Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Amandine Auchier. Donc, moi, j'ai 35 ans. J'ai été designer pendant environ 8 ans sur Paris, sur la région parisienne. Et je me suis redirigée vers le commerce marketing et je travaille depuis 2 ans en tant que chargée de communication chez Bocage et en tant que chef de projet seconde main pour Comme Neuf by Bocage. Donc, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Juste pour vous resituer Bocage, Bocage est une marque de chaussures française qui fait partie du groupe Eram. On est basé entre Nantes et, le siège est basé entre Nantes et Angers. On est fiers de faire rimer désirabilité avec mode durable. On fabrique 30% de nos collections en France avec notre usine historique qui est basée à Montjean-sur-Loire. On essaie de créer des collections pétillantes, optimistes, au cœur des tendances, avec nos propres stylistes qui sont en interne chez nous. On privilégie toujours la production européenne et on ne collabore en fait qu'avec 2 partenaires exclusifs en Asie et en Inde. Deux partenaires historiques. Et en fait, pour aller plus loin, Bocage souhaite s'engager dans une mode plus responsable. Et depuis maintenant 2 ans, on va dire, on propose de louer nos chaussures et de ne plus les acheter, mais de les louer et d'en changer tous les 2 mois grâce à l'atelier Bocage. Une fois qu'on fait la paire, la cliente peut louer ses chaussures pour 2 mois. Une fois qu'elle est rendue, elle est reconditionnée dans l'usine de Montjean-sur-Loire et elle est remise en vente sur nos corners seconde main comme neuve. Et depuis hier, sur le site, sur notre e-shop qui vient d'ouvrir comme neuve-bocage.fr. Voilà, en quelques mots. Super, merci à vous pour cette présentation. Donc nous, on a décidé de vous réunir tous les 3 autour de cette table ronde qui s'appelle S'engager pour une mode plus responsable. Alors c'est vrai que vous êtes un peu des profils tous les 3 différents et c'est ça qu'on trouvait intéressant de voir comment vous avez réussi à intégrer la RSE à 3 échelles un peu différentes. Et peut-être que pour commencer, pour faire un point sur la situation avec tout le monde, vous pourriez peut-être nous donner une petite définition un peu ce qu'on entend justement par la mode responsable. Pourquoi en fait on parle de mode responsable et sans rentrer dans les gros mots, mais l'importance justement de prendre ces notions de RSE dans l'industrie de la mode et les impacts que cela peut avoir. Je ne sais pas qui veut prendre la parole en premier. Je vais peut-être enlever le fond, comme ça on se verra en plus grand, ça sera un peu plus sympa. Mais je vous laisse la main. Si tu veux, Léa, moi je peux dire quelques mots. La mode d'abord, c'est être en conscience de l'impact que ça a. Je pense qu'on peut éviter de
de refaire la liste à la Prévert de l'ensemble des chiffres donnés notamment par l'ADEME. Il suffit de regarder en un dépliant qui s'appelle le revers de mon look. Je pense qu'il résume très très bien avec des chiffres très parlants l'impact de la mode. Pour moi, en tout cas dans ma perception, il y a autant de définitions à mon avis que de personnes. Ma perception d'une mode responsable, c'est une mode qui est en conscience déjà de cet impact-là et qui au moins commence à réfléchir à la manière dont elle peut diminuer cet impact-là. Il ne faut pas oublier que produire, c'est polluer. Donc, personne n'est parfait. Nous-mêmes, on s'habille, a priori, et on aura toujours besoin de s'habiller. Un produit ne peut pas être 100% vertueux. Donc, comme le début de la responsabilité vient à partir du moment où il y a des efforts qui sont concrets, même s'ils sont en démarrage, mais au moins, en tout cas, une progression sur le fait de diminuer son impact. Eh ben, top, c'est... Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter. C'est vrai que, Ouais. pour le coup, Jocelyn, c'est exactement ça. Il faut vraiment qu'on arrête, qu'on arrête de consommer, d'accumuler tous ces vêtements dans nos armoires et de trouver des solutions pour pallier à ça, en fait. Il y a une définition qui est assez intéressante, ça vient du fondateur de Patagonia, bon, pas mal de gens connaissent aujourd'hui, Yvon Chouinard, même si c'est plus une marque outdoor qu'une marque de mode à proprement parler, mais je pense que l'approche est la même. Leur mission, ils disent, je ne me rappelais pas par cœur, mais je vous la lis, fabriquer le meilleur produit, ne causer aucun dommage inutile, utiliser le monde des affaires pour inspirer et mettre en œuvre des réponses à la crise environnementale. Et ça rejoint ce que disait Jocelyn, effectivement. La première chose, c'est d'avoir conscience qu'à partir du moment où on crée un produit, il y a un impact. Et après, d'identifier là où on peut mieux faire et d'essayer de progresser en permanence en étant cohérent et en étant tolérant aussi par rapport à l'industrie dans laquelle on bosse parce que malheureusement, on ne peut pas faire tout ce dont on rêve aujourd'hui, quoi. On ne peut pas être parfait du premier coup, quoi. Ah non. C'est sûr. Bon, on voit que vous avez des approches assez similaires au final. Pourtant, vous êtes engagé dans des structures assez différentes, spécialisées dans des domaines particuliers. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus de quel niveau vous êtes engagé justement par rapport à la mode responsable parmi tous les éléments que vous avez cités? Sur quel point particulier justement vous êtes le plus engagé? Qui veut commencer? Je commence. Moi, si vous voulez, je peux y aller, hein. Alors, avec Meiko, l'avantage quand on est tout jeune, déjà, c'est qu'on n'a pas un mastodonte à faire bouger. Donc, c'est l'image un peu du Titanic. Quand tu dois le faire virer de bord, c'est plus compliqué que quand tu es un petit voilier. Donc, c'est l'avantage quand tu es tout petit et tout jeune. Tu peux prendre des décisions plus facilement que quand tu es déjà très gros. Et c'est plus facile à mettre en place. Nous, aujourd'hui, on travaille vraiment sur deux aspects. C'est l'éco-conception des produits, qui est la base. C'est pas forcément la base de notre communication, mais en tout cas, c'est vraiment un truc hyper important pour nous. Et on essaie de faire au mieux par rapport à nos convictions personnelles aussi, par rapport à ce qu'on voit sur le marché. Mais c'est vraiment pas binaire, c'est pas bien ou c'est pas mal. Par exemple, Amandine qui travaille chez Bocage, ils sont plutôt sur un ADN made in France, production locale, etc. Et c'est pas forcément exactement la même approche que nous on va avoir, mais parce qu'ils servent peut-être une mission qui est différente de la nôtre. Et ça ne veut pas dire que leur façon de faire le truc est mieux ou moins bonne que la nôtre. C'est juste une approche différente. Dans tous les cas, il n'y a pas de bon ou mauvais effort. Et à côté de ça, au-delà de la conception des produits, je pense que c'est important aujourd'hui, quand on a une entreprise, d'essayer de l'inscrire dans une mission sociale ou environnementale. Après, ça, c'est ma conviction perso. Et encore une fois, c'est peut-être plus facile à dire parce qu'on est jeune, parce qu'on est tout jeune. Je pense que la situation est assez... si on se met pas d'œillères, parce qu'on se voit pas la face, c'est un peu triste et c'est assez dramatique. Et qu'aujourd'hui, les jeunes marques qui se créent, à mon sens, elles doivent vraiment s'inscrire dans un projet global, soit social, soit environnemental. Mais on peut plus se contenter de simplement regarder l'impact qu'on a uniquement à travers le prisme du produit qu'on fabrique. Voilà, c'est ma vision du truc. On a une petite question pour toi, Guillaume, je crois. Allons-y. Alors, Guillaume, peux-tu nous parler des matières utilisées et des conditions de fabrication de tes baskets? Merci, Florence, pour la question. Alors, Florence, les matières, c'est un sujet hyper intéressant parce que quand on parle de l'impact d'un produit, c'est souvent le premier truc qui vient.
Et c'est légitime parce que c'est un des postes d'émission le plus important. Aujourd'hui, nous, on fabrique tout au Portugal, dans un petit atelier où c'est quasiment que de la fabrication à la main avec un peu d'aide de machine. On fabrique à 1 heure de Porto, dans la région de Felgueiras, qui est un des berceaux de la chaussure. Plutôt habitué à faire de la bottine et travailler du cuir que de la sneakers, mais malgré tout, il y avait ce qu'on recherchait là-bas. En termes de matière, on avait la volonté de ne pas utiliser de cuir. Quand je dis cuir, c'est cuir animal, mais en termes de langage, on entend pas mal de choses à base de cuir, mais pour moi, le cuir, c'est de l'animal, c'est du cuir. Voilà. Donc, on voulait pas utiliser de cuir. On oublie le cuir végétal. Voilà, on voulait pas utiliser de cuir par conviction personnelle et non pas qu'on pense que... Enfin, je suis assez convaincu que certains super cuirs produits localement avec des bonnes tanneries peuvent être plus écologiques que des polyesters. Donc ça, il y a un débat là-dessus et c'est hyper intéressant, mais voilà, encore une fois, c'est pas binaire. On voulait pas, par conviction perso, utiliser du cuir. Donc, sur toute notre tige, c'est-à-dire le dessus de la basket, on utilise 3 éléments principaux. Du micro-suède, donc c'est un polyester à base de plastique qui imite la texture du daim et les effets du daim. Idem pour un faux cuir, un polyester qui imite le cuir avec l'espèce de grainage, etc. Et un mesh, donc le mesh, c'est la toile respirante qu'on voit sur la plupart des baskets de sport, qui est à partir d'une fibre qui s'appelle Sequal, à partir de plastique recyclé des océans. Toutes nos matières, elles proviennent soit d'Espagne, soit du Portugal. Et j'ai ajouté la semelle. Il y a la semelle intermédiaire, c'est de l'EVA, c'est ce qu'on retrouve sur toutes les baskets de sport. Donc là, c'est une mousse qui amortit, qui est un dérivé du plastique aussi. Et la dernière semelle, celle qui est en contact avec le sol, c'est un mix de caoutchouc naturel et recyclé. Donc la conclusion de ça, c'est qu'aujourd'hui, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on a fait ces choix-là par rapport à nos convictions perso et par rapport à nos ressources aussi. Mais notre basket, elle est loin d'être parfaite. Déjà parce que nous, on a choisi de ne pas utiliser de cuir, mais du coup, il y a pas mal de plastique dans nos chaussures. Donc, clairement, pour nous, c'est le gros challenge, c'est d'arriver. Et je pense que chez Bocage, ça doit être un sujet aussi parce que c'est vraiment un truc hyper complexe, c'est d'arriver à créer quelque chose qui ressemble à du cuir animal, mais sans plastique. Et ça, c'est pour moi le challenge. Il y a des trucs qui commencent à voir le jour, mais c'est trusté par les grosses marques qui investissent dedans, etc. Donc, pour une toute jeune marque, c'est compliqué d'y avoir accès. Mais c'est vraiment ça, c'est d'arriver à faire ce qu'on fait aujourd'hui sans plastique. Ça serait le Graal. Donc, on avance doucement vers ça. Peut-être que Florence posait la question en pensant justement à l'impact des matières. Peux-tu nous dire pourquoi tu fais ces choix, en fait, des choix personnels, mais aussi, je suppose que ça rejoint tes convictions environnementales et sociales. Enfin, quel est l'impact un peu que tu caractérises? Parce que c'est vrai que pour cette personne, en fait, peut-être que l'impact du... Enfin, personne ne voit pas l'intérêt, en fait, de changer... Alors, moi, ma conviction perso, mais encore une fois, c'est par rapport au bien-être animal. Donc ça, encore une fois, c'est propre à chacun. J'ai pas la vérité. Mais c'était une conviction perso, donc forcément, et par rapport à tout ce qu'on fait en faveur de la faune, pour moi, c'était un peu se tirer une balle dans le pied aussi, parce qu'il y a une vérité quand quand on a une marque, il y a aussi un aspect marketing. Il faut essayer d'être cohérent dans ce qu'on fait. Pour moi, tu peux pas dire, je vais essayer de sauver des animaux en Amazonie ou à Sumatra, et à côté, je vais utiliser du cuir qui a probablement été nourri à partir de soja qui a contribué à la déforestation d'Amazonie. Je fais le truc grossièrement, tu vois, et je vais volontairement dans le truc un peu cliché, mais c'était aussi pour nous un souci de cohérence. Donc, conviction personnelle. Et après, parce qu'aujourd'hui, trouver du bon cuir avec une bonne tannerie, il y a du boulot aussi derrière, quoi. Ça court pas les rues, on va dire. Amandine, du coup, c'est assez rigolo parce que Bocage, c'est vraiment un peu une entreprise différente de Guillaume dans le sens où c'est vrai que là, on parle de jeune entreprise qui a ça dans son ADN. Enfin, je veux dire, l'impact que tu voulais en créant ta marque, avoir un impact positif. Bocage du groupe Eram n'est pas vraiment né de ça de base. Et ce qui est assez marrant, c'est justement voir la transformation du business model complètement. Du coup, là, il y a plutôt une question par rapport à toi. Par rapport à la location de chaussures, justement l'idée de décharger le dressing et qu'arrêter de produire était une ambition de Bocage. Comment justement allier changement de chaussures tous les 2 mois et arrêt de production? Y a-t-il une raison particulière? Alors oui, c'est clair que c'est pas du tout comme Guillaume. Le groupe Eram, c'est une grosse machine. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont
Enfin, c'est une entreprise historique, donc c'est vrai qu'il y a déjà des bases. Mais on a un gros projet d'entreprise au groupe ERAM qui s'appelle Change for Good pour justement faire évoluer tout ça. Donc évoluer autour du développement durable. Enfin, il y a vraiment un gros chantier qui a été initié il y a 2 ans et qui va se construire petit à petit. Après, chez Bocage, on a pris un peu d'avance sur ce chantier pour justement changer en fait notre façon de faire et passer en fait d'une logique de possession d'un produit à une logique d'usage. Donc, c'est vrai qu'on va louer nos chaussures. En quoi on va produire moins? L'idée, surtout, en louant les chaussures, c'est de donner plusieurs vies à une chaussure et de ne pas seulement l'acheter, la laisser dans un coin et puis voilà, ne plus l'utiliser. Donc, on est parti sur cette idée de utiliser la chaussure et lui donner une seconde vie, pourquoi pas une troisième, pourquoi pas une quatrième vie. En fait, on veut vraiment que cette chaussure, elle évolue dans le temps et qu'on puisse… alors, actuellement, on en est à 2 vies, mais on est en train de faire des tests pour justement relouer des chaussures qui ont déjà été louées. C'est des tests qui devaient être mis en place en mars, comme on vient d'être confinés, qui vont être un petit peu décalés. Mais l'idée, voilà, de décharger son dressing, c'est de ne plus acheter un produit pour le jeter derrière. Et justement, l'idée, c'est… on travaille aussi sur des projets d'éco-conception, mais qui sont, je pense, encore pas autant aboutis que d'autres marques, mais c'est un projet à venir par la suite. Et toi, Jocelyn, du coup, avec Vigie, tu accompagnes justement que des petites marques ou aussi tu peux accompagner des groupes comme Bocage? En fait, quelle solution t'apportes un peu à ces marques qui ne savent pas trop comment faire? Mais c'est un bon relais puisqu'on a eu le plaisir de travailler avec Gémeaux et de participer au programme Change for Good. Donc, on travaille à la fois avec des très très jeunes marques qui, des fois, n'ont même pas sorti leur collection et qui considèrent que le fait de prouver une démarche de transparence proactive par le biais d'un tiers va les aider dans la construction même de leur marque, par exemple, lors d'une campagne de crowdfunding. Sachant, je vous le dis, on a des solutions super pragmatiques et notre but, c'est pas de venir peser fortement sur les camps d'exploitation d'une jeune marque. Donc, on arrive à trouver cet équilibre-là. Et en même temps, par exemple, aujourd'hui, notre plus gros client, c'est Devred. Donc, on devrait passer en production bientôt avec l'ensemble des codes barres flashables par notre application d'ici à la fin avril, normalement. Donc, on travaille avec tout type de marque. Alors, on a un angle, évidemment, on n'est pas une marque, nous, en tant que telle, donc c'est forcément un angle complémentaire des démarches de Guillaume et d'Amandine. Quand on a décidé de monter Vigie, on s'est dit, bon, la RSE, en fait, c'est large. Il y a tellement de domaines possibles et de manières d'accompagner une marque. Il y a tellement de besoins que les sujets sont multiples. Alors, on en a choisi un. On a choisi la donnée. Pourquoi? Parce que finalement, la donnée, c'est un petit peu les fondations de votre maison. Si vous n'avez pas des fondations solides, ça va être délicat de construire une maison correcte qui va durer dans le temps et aussi grande que vous voulez. Et voilà. En fait, les données, c'est un peu pareil. Si vous n'avez pas un socle de données, si vous n'êtes pas en maîtrise, si vous ne savez pas exactement déjà ce qui se passe concrètement, ça va être compliqué pour une marque ou pour n'importe quel acteur de mener une démarche RSE, de l'amplifier et dans bien des cas, elle risque de péricliter, voire même demain d'être traité de greenwashing, même si j'ai quelques soucis avec ce mot-là, on pourra en reparler plus tard. Donc, en aidant les acteurs de la filière à maîtriser leurs données, à savoir où elles en sont, à être capable de faciliter la récolte de ces données sur une fois de plus une chaîne de valeur qui est extrêmement compliquée, ça veut dire qu'on leur donne la possibilité déjà de fiabiliser ce qu'elles font et d'une manière un petit peu indirecte, d'amplifier cette démarche RSE. De leur dire, voilà, aujourd'hui, vous pouvez prendre une photo à un instant T de là où vous en êtes, donc ça vous donne la capacité stratégiquement à vous dire, l'année prochaine, vous mettez les objectifs là, N+2 ici, etc. Donc voilà l'angle sur lequel on agit. Et là encore, avec l'ensemble de nos partenaires, cabinets de RSE, conseils, labels, etc., on est capable aussi de servir de relais finalement, en disant, peut-être que vous avez aussi tel ou tel besoin, on va vous orienter vers des gens dont on partage des valeurs, avec qui on a l'habitude de travailler, et donc on peut agir conjointement pour vous. Tu peux orienter vers Audencia Junior Conseil, on peut poser un diagnostic RSE, tu sais. Eh bien, j'aime bien, ça pas tombé, j'ai bien entendu ça tout à l'heure. C'est des choses qu'on pourrait avec plaisir en tout cas évoquer. Eh ben, c'est super, on a pu avoir des points de vue assez différents entre le côté éco-conception, plus l'usage et puis l'utilisation de la donnée. Du coup, je vous propose de passer plus sur la notion d'engagement, la manière dont vous êtes engagé. Et plus particulièrement, comment est-ce que vous avez décidé de vous lancer dans les différentes aventures
dans lesquels vous êtes lancé, qui peuvent être des projets, des transformations plutôt avec Bocage. Comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que quelqu'un voudrait commencer? Je peux commencer aussi, hein. Allons-y, comme ça on garde cet ordre. Alors, moi, l'idée de ce projet, elle est née déjà sur les bancs d'Audencia. Je m'étais pris un plomb d'ailleurs. J'avais pas eu une bonne note en projet d'entrepreneuriat, mais parce que j'avais fait des hypothèses financières un peu farfelues. Mais l'idée était là, en fait, de créer une marque qui soit directement liée à la protection de la biodiversité, et notamment des animaux. C'est un truc qui m'est un peu sorti de la tête après quand on rentre dans la vie active et j'ai été amené à faire différentes choses et ça m'était un peu sorti de la tête et j'ai été amené à rebosser dans la mode, dans une agence e-commerce et à côtoyer énormément de marques de mode et ça a regermé dans ma tête et j'étais pas forcément encore au clair sur la meilleure manière de créer justement ce qu'on appelle une marque à impact ou comment lier quelque chose, une basket ou un produit de mode en tout cas, avec une mission qui, comme ça, de premier abord, n'a rien à voir. Et je suis parti en voyage pendant 8 mois et j'ai fait notamment des volontariats à Sumatra et en Amérique du Sud, en Amazonie. Et l'idée, c'était justement de comprendre un peu comment elles bossaient ces ONG là-bas, des petites ONG sur le terrain, et de faire le lien avec comment on pourrait, nous, avoir un impact là-bas, alors qu'on est à des milliers de kilomètres et qu'en soi, on n'a aucune connaissance, enfin, vraie connaissance de leurs problématiques sur le terrain. C'est vraiment eux qui savent quelles sont les solutions à mettre en place. Et du coup, l'idée de Meiko, c'est peaufiner comme ça. On s'est dit, on va lier la vente de nos baskets et différents événements qu'on va organiser avec notre communauté avec cet impact là-bas sur le terrain. Mais pour ça, on a besoin de quelqu'un qui connaît justement bien le terrain et qui va nous aider à faire bien les choses et où on va pas venir ingérer en fait. Le but, c'est surtout pas de venir ingérer sur les sujets locaux en disant non, non, t'as pas compris, il faut faire ça, ça, ça. Donc on y va assez humblement et c'est pour ça qu'on veut bosser avec des ONG. Et dernière chose, pour faire ça, pour ma part, j'ai été vachement inspiré par deux personnes. Le premier, je vous en ai déjà parlé, c'est Yvon Chouinard, le mec qui a fait Patagonia. D'ailleurs, sur ces sujets-là, le livre Let My People Go Surfing, il existe aussi en français pour les non bilingues. Il est vraiment cool sur comment tu crées un produit qui répond à un besoin et après comment tu mets ton produit au cœur d'une stratégie globale à impact. Et l'autre que j'ai vachement aimé, c'est celle du fondateur de Toms, qui est une marque de chaussures américaine, qui s'appelle Blake McCoskey. Et ça, son livre, il s'appelle Start Something That Matters. Commencer quelque chose. Les références dans le chat après, ça pourrait intéresser certains. Ouais. Et ça c'est deux bouquins qui sont hyper intéressants et qui m'ont vraiment aidé à peaufiner cette vision de comment tu crées une entreprise bienveillante et comment tu essaies de montrer que... Alors nous, on est au tout début, donc je dis ça encore, j'essaie d'être humble là-dessus, mais comment tu essaies de montrer qu'un autre business model est possible et que, en fait, quand tu peux placer le fait d'avoir un impact positif au cœur de ton business model, tout en étant rentable et en ayant une santé économique qui est bonne. Parce que ça, c'est la réalité. Quand tu veux faire du social ou de l'environnemental, si ta boîte, elle ne gagne pas d'argent, tu ne vas pas faire grand-chose. Donc c'est pas un gros mot, il faut savoir le faire. Et ça, justement, ils en parlent très bien dans ces bouquins. Et voilà, que je recommande et je vais vous les noter tout de suite sur le chat. Hop. Et en même temps, je laisse la parole à qui veut. Let's not people. Amandine, tu peux peut-être nous dire justement comment Bocage a décidé de s'engager et vraiment de changer de business model? Oui, alors l'idée, en fait, elle est née. En fait, on a souhaité répondre et anticiper un peu les nouvelles attentes des consommateurs qu'on voyait, qui étaient vraiment en pleine mutation. Et on s'est rendu compte que les consommateurs voulaient avoir des marques qui soient utiles, qui s'engagent, qui soient plus responsables, ce qui n'était pas forcément le cas de Bocage auparavant. Et ce business model a été... En fait, on a au début lancé toute la partie atelier Bocage. On a travaillé avec un cabinet en partenariat avec le cabinet Imaginable,
Cette démarche elle a été initiée en fait en 2018. On a travaillé avec eux, on a fait un test sur 6 mois sur 6 mois dans 6 boutiques différentes, 6 boutiques pilotes, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait bien. Enfin, ça rentrait vraiment dans le business model qu'on s'était fait. Et en fait, on a voulu aussi être un peu novateur. C'était un peu un pari en fait de lancer Atelier Bocage, parce que louer des vêtements, ça commençait déjà un petit peu à émerger avec les cachotières. Il y a plusieurs sites où on peut louer des vêtements désormais. Mais la chaussure, c'est vrai qu'il y avait des freins qui étaient quand même assez énormes au début. Ouais. Parce que louer une chaussure, c'est pas dans les habitudes en fait. Enfin, on n'a pas l'habitude de louer sa chaussure. On n'a pas vraiment envie de mettre son pied dans une chaussure que quelqu'un aurait déjà portée. Donc on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de freins à lever pour lancer ce projet. Et cette phase de test a vraiment été importante pour justement, par exemple, insister sur le fait que ce soit des chaussures neuves qu'on loue et pas des chaussures qui ont déjà été portées. Donc ça, c'était vraiment un point très important. Et sur le fait que, louer une chaussure, ça permettait de lui donner une seconde vie, ça permettait de ne pas encombrer une rétine, comme je vous disais tout à l'heure, et aussi que c'était une nouvelle façon de consommer, mais que voilà, cette nouvelle façon de consommer, on allait l'avoir dans les vêtements, on allait l'avoir dans plein de choses, et que les chaussures, il fallait aussi s'y mettre en quelque sorte. Donc, ça a été vraiment un pari. C'est aussi la preuve que le consommateur a pu influencer le choix de la stratégie de bocage. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et juste, je me posais une question, Amandine. Est-ce que si tu veux, quand tu loues ta chaussure, est-ce que tu as l'opportunité de la garder plus de 2 mois, ou si tu veux la changer, dans tous les cas, c'est 2 mois obligatoirement? Alors, c'est 2 mois obligatoirement. Mais si tu veux la garder 4 mois, tu peux la garder 4 mois, il n'y a pas de souci. Okay. Et par contre, si au bout de 2 mois, tu as quand même envie, tu as un vrai coup de cœur, tu te sens trop bien dans ta paire, tu peux la racheter à moins 60% du prix. Ok, cool. Tu as cette option. En parlant de consommateur qui peut influencer le choix, je crois qu'il y a une stratégie, il y a une recommandation, je ne sais pas comment on peut appeler ça, Amandine, pour toi dans le chat. C'est notamment donc, en termes de consommation responsable. Est-ce qu'il ne serait pas plutôt plus intéressant de réduire sa consommation et faire durer ce qu'on a déjà? Du coup, la question, c'est est-ce que Bocage aurait déjà pensé à un service de réparation? Oui, on travaille dessus sur un projet justement de coordonnerie, de remise en beauté des produits chez Bocage. Ça fait partie du chantier aussi sur Change for Good pour cette année et les années qui arrivent. Donc, on travaille à former nos conseillères de vente pour qu'elles puissent vraiment remettre en forme, en beauté leurs produits, enfin les produits de leurs clientes. Et on a aussi, alors je ne sais pas si, oui, je peux vous en parler. On a aussi un autre projet qui concerne toutes les marques du groupe, qui est pareil sur aussi un service de seconde main de produits qui ont déjà été portés, qui seront réparés directement en boutique et qui seront revendus aussi sur une plateforme par la suite. Donc oui, il y a une vraie nécessité de former. Pour l'instant, les conseillères de vente ne sont pas totalement formées sur ce point, mais ça sera fait en fin d'année, normalement. Je peux intervenir là-dessus parce que je trouve ça hyper intéressant. Et ce sujet justement de réduire sa consommation, etc., moi je pense que la solution de location est justement une des solutions d'avenir. Après, à voir comment ça peut exactement se mettre en place, etc. Parce qu'en fait, il y a une donnée sur laquelle on est certain d'avoir, c'est qu'il y a une lassitude chez le consommateur qui est là et qui sera tout le temps là, surtout sur les jeunes générations. Aujourd'hui, tu as beau avoir la basket la plus cool du monde, quand tu l'auras écumée pendant 1 an ou 1 an et demi, même si elle est toujours en état d'être portée, la lassitude, elle va arriver. Et on a été formaté comme ça, et c'est hyper dur quand tu es une marque de faire changer ça et de créer, un truc expérientiel avec ton produit qui fait que la personne va avoir envie de la garder pendant 5 ans. Et du coup, c'est pour ça que nous, c'est des sujets sur lesquels on réfléchit, parce que on dit oui, la basket, il faut que tu puisses la garder pendant 5 ans. Ouais, mais le fait est que la personne ne va pas avoir envie de la garder pendant 5 ans, ta basket. Donc, qu'est-ce qui se passe quand elle en a marre? Et du coup, dans ce sens-là, la location, pour moi, c'est hyper malin, parce que après, tu peux même introduire des trucs sur plus tu la gardes longtemps, plus derrière, si tu veux racheter une nouvelle paire, tu vas avoir un bon d'achat conséquent, tu vois, j'en sais rien, mais je pense qu'il y a plein de choses à faire autour de ce thème-là. Ouais, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est aussi un des critères pour lesquels on a travaillé sur la location, c'était que
on parle à une cliente qui a envie d'avoir une démarche responsable, mais aussi on parle à une cliente très mode qui va avoir envie de changer, et qui va du coup se permettre des fois des chaussures, je ne sais pas, une bottine totalement dorée qu'elle ne porterait pas tous les jours, mais qui pendant 2 mois va se faire plaisir et va se dire ah oui, celle-là, je vais me faire plaisir pendant 2 mois, je vais la porter, mais bon, je sais que dans 6 mois, j'en aurai plus envie. Donc c'est aussi un moyen de consommer responsable, mais aussi de vouloir Plaisir, changer, de se faire plaisir. De se faire un vrai plaisir. Ouais. Carrément. Et comment Vidu pourrait accompagner justement un service de location? Parce que c'est vrai que ça retrace un peu l'histoire de la chaussure, mais si la chaussure passe de main de personne en personne, on change un peu la traçabilité. Enfin, c'est une histoire après finalement, une histoire encore sur le plus long terme. Ça va de soi que tout ce qui a été dit est extrêmement vertueux. Et la prise en compte du paramètre de lassitude est extrêmement juste pour bien comprendre effectivement le comportement du consommateur pour apporter des solutions qui soient efficaces. Dès lors qu'on va parler de seconde main, la traçabilité qui était déjà initialement complexe, et on s'en rajoute une couche. A priori, vous êtes assez peu à garder vos codes barres sur vos vêtements au moment où vous allez les passer sur Vinted ou sur d'autres réseaux. Donc ça, c'est une vraie question. Très concrètement, et pour être tout à fait humble et honnête, il n'y a pas aujourd'hui de véritable système qui soit capable de produire de la traçabilité à partir du moment où vous allez enlever le code barre. Alors, il y en a quand même quelques-uns. Je dis qu'il n'y en a pas, mais en tout cas, pour la donnée seule, ça ne va pas suffire. Juste avoir une maîtrise de la donnée, ça ne va pas suffire. Ça veut dire qu'il va falloir que votre vêtement ou chaussure ait une identité qui soit qui résiste au lavage, par exemple, qui résiste à l'usure, à l'usage, en tout cas, de la chaussure. Et donc, on va parler de marqueurs. Donc ça, c'est plus du tout de méthodologie, mais par contre, c'est des gens, des choses que l'on surveille, et des gens avec qui on peut collaborer, évidemment, puisque en fait, ce qu'il nous faut, c'est un identifiant pour derrière rattacher toute l'histoire du vêtement, tant sur ses qualités responsables, demain, pourquoi pas, sur son parcours de propriété et ce genre de choses. Et donc, il existe aujourd'hui beaucoup de projets de recherche, on est à peu près là, sur les marqueurs pour les vêtements. Alors, ça existe déjà, par exemple, pour des vélos à Paris, les Vélib sont marqués avec un code, c'est comme un code barre, sauf que c'est pas un code barre, c'est un code cadeau, une autre forme en tout cas, et qui est relativement inviolable. On peut toujours le rayer, il y aura toujours moyen de le détruire quelque part, mais bon, qui reste assez inviolable. Il y a de la recherche qui est faite sur des marqueurs chimiques, évidemment inoffensifs pour la santé, un fil ADN à intégrer dans un pull, des marquages sur cuir ou simili-cuir aussi avec des codifications très très particulières. Donc il existe pas mal de démarches pour ça, donc c'est des choses qu'on suit. Néanmoins, je vais revenir à une forme de pragmatisme, c'est que si on n'a pas la donnée initiale déjà sur le vêtement lors de sa première mise à la consommation, vous pourrez faire tout ce que vous voulez après. Voilà. Donc, c'est pas évident. Alors, il y a des démarches aussi qui sont spécifiques au luxe. Je ne les ai pas abordées ici parce que c'est vraiment un domaine très, très particulier. Il y a la blockchain, mais la blockchain elle-même est appuyée sur un marqueur propre généralement aux marques de luxe. Hyper intéressant tout ça. Je vais peut-être rajouter un point sur l'expérience personnelle, et qui n'est que personnelle là encore, mais sur qu'est-ce qui peut amener finalement sur le bon chemin pour un projet sur l'éco-responsabilité. En plus de tout ce qui a été dit, moi je crois beaucoup en une chose, c'est la curiosité. Alors, c'est très basique, hein, mais pour ma part, moi j'étais d'abord dans le textile et de manière assez pas involontaire, mais imprévue. En tout cas, je suis parti 2 ans dans l'agro. Et en fait, Vigy, c'est né de la somme de ces 2 expériences-là, parce que dans l'agro, vous avez une traçabilité depuis la crise de la vache folle, une traçabilité qui s'est mise en place. Et aujourd'hui, si un tant soit peu vous êtes intéressé par le contenu de votre assiette, vous savez que vous consommez dans le respect de vos valeurs. Donc, il y a des choses qui existent. Et donc, avec d'un côté ce regard, cet angle agro, et avec l'expérience textile, en se disant si on arrive à faire une bonne recette entre les deux, on doit être capable de proposer quelque chose d'original. Donc, l'idée, c'est surtout de toujours être curieux, d'aller se renseigner, d'échanger avec des gens qui sont absolument pas, ou en tout cas pas de manière évidente dans le domaine qui vous intéresse, qui vous concerne. Mais néanmoins, c'est souvent le mélange d'ingrédients un peu improbables, des fois, qui fait les bonnes recettes. Donner la place à la chance, comme on dit aussi. Oui. C'est des belles leçons. On voit qu'il y a beaucoup d'acteurs, en tout cas, qui participent et qui sont à l'origine de vos projets
assez différents. Et justement, est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus des différentes parties prenantes dans vos projets, mais plus largement dans le cadre de la mode responsable, les personnes importantes de ces projets? Si jamais je continue, je peux en citer énormément, puisqu'avec notre logique de partenariat, du coup, on essaie de fédérer, nous, un maximum de tiers et d'intervenants sur la chaîne. Si on parle de la mode, je laisserai bien sûr Guillaume et Amandine de compléter, mais c'est des mondes, quand même, c'est des réseaux où tout le monde se connaît un petit peu, mine de rien. Donc, c'est de travailler déjà son réseau personnel, c'est extrêmement important. Et on a la chance de tous porter des valeurs sympas, et on est plutôt entre gens naturellement assez ouverts pour partager ces valeurs-là. Il y a quand même un terrain favorable. Aujourd'hui, les initiatives éco-responsables sont fortement mises en avant. On peut parler de l'ensemble des fédérations. Alors, dans le textile, il y a une somme de fédérations interprofessionnelles complètement dingue, mais il est forcément nécessaire de se rapprocher d'elles. Il y a beaucoup d'accompagnement, je pense aux défis, je pense à la fédération de la maille, de la lingerie, et encore bien d'autres. Il y a ensuite des incubateurs, on en parlait un petit peu avec Guillaume juste avant le début de la réunion, des incubateurs ou associations extrêmement pertinentes et présentes dans ce domaine-là. Il y a des mentors aussi, tout simplement. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelques marques françaises magnifiques qui ont fait leurs preuves et qui sont un petit peu les éclaireurs pour d'autres. Et puis après, c'est tout simplement, d'une manière plus générale, avoir des bons partenaires, que l'ensemble de votre réseau de partenaires partage ces valeurs-là. Quand on choisit un partenaire financier, quand on va choisir une banque, quand on va choisir un investisseur, de ne pas oublier qu'on ne vient pas chercher que de l'argent. On vient chercher aussi le renfort de ces valeurs. Pour l'avoir fait assez récemment, nous, on a la chance d'avoir un investisseur dans la société dont on sait qu'il est 100% en ligne avec les valeurs de la boîte. Ça veut dire que lorsqu'on va décider quelque chose au regard des valeurs qu'on a, on sait qu'on n'aura pas une barrière à passer, on aura plutôt au contraire un soutien complémentaire. Voilà. Partager les valeurs avec les parties prenantes, c'est vrai que c'est toutes les parties prenantes, c'est important. Ouais, j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est effectivement, nous, l'approche qu'on a par rapport à ça, c'est qu'on essaie de faire en sorte que le projet, il crée de la valeur pour toutes les parties prenantes avec qui on bosse, que ce soit pour la partie production, la partie ONG, la partie la communauté également, c'est hyper important, et aussi que dans le sens inverse, les partenaires avec qui on travaille, comme disait Jocelyn, créent de la valeur pour nous parce qu'elles sont en ligne avec ce qu'on fait. La banque avec qui tu vas travailler, le cabinet comptable, l'usine. Enfin, c'est plein de petits détails. Et il y a un truc qui est assez intéressant quand tu as une marque et que tu veux. Déjà, il y a des sociétés comme Vigie qui peuvent très très bien t'accompagner là-dessus. Et il y a un truc qui est intéressant, c'est de faire le test B Corp pour justement te challenger un petit peu, où tu as un ensemble de questions. B Corp, c'est le label qui dit en gros ce que tu fais bien et ce que tu fais mal. Et il y a plein de questions et ça rentre vraiment dans le détail. Et justement, quand tu penses faire déjà les choses bien avec tes 4 principales parties prenantes, tu te rends compte qu'en fait, tiens, c'est con, mais tiens, mon fournisseur d'électricité pour mes bureaux, par exemple, bon, nous, on n'a pas de bureau, donc c'est réglé comme ça pour l'instant, mais tu vois, l'idée, c'est, voilà, tu peux toujours aller faire un petit peu mieux, et en fait, des parties prenantes, t'en as, je sais pas, enfin, t'en as énormément. Et si tu essayes de faire les choses bien avec toutes les parties prenantes, ça prend beaucoup de temps, et c'est là où, justement, il faut qu'on arrive, mon associé Max et moi, à nous mettre dans ce truc-là, parce que toutes les structures dont parle Jocelyn, nous, on les a pas contactés parce qu'on est la tête dans le guidon avec d'un côté notre projet avec l'ONG et de l'autre nos produits. Et en fait, on est vraiment sur ces deux trucs et on a du mal à ouvrir nos discussions et à aller parler à d'autres gens, à aller rencontrer des acteurs. Et du coup, c'est ce qui nous manque aujourd'hui, quoi. Et c'est effectivement pourquoi il faut que je parle à Jocelyn. Je rebondis juste 2 secondes, Guillaume, ça me fait marrer, tu me fais penser à un truc. Tu parlais du fournisseur d'électricité. Nous, personnellement, on a fait de la recherche sur nos serveurs, faire en sorte que nos serveurs soient les plus vertueux. Ça, ouais, c'est un truc assez costaud. Et vraiment, pour l'anecdote, j'étais contre les cartes de visite, je le suis toujours, sauf qu'on a trouvé des cartes de visite en t-shirt recyclé.
Donc, Et du ben coup, voilà, tu vois, quand tu cherches, quand tu es exact. curieux et que tu cherches, tu trouves toujours un truc. Donc, Ouais. en fait, voilà, tu as dit une somme de détails et je vais dans ce sens-là. Je suis bien d'accord. Yes, exactement. Tu me donneras le contact pour les cartes de visite. On n'en a pas encore fait. Voilà. Je sais pas si, Amandine, tu vas ajouter un. Oui, il y a une partie prenante qu'on n'a pas beaucoup évoquée, c'est le consommateur, justement. Enfin, si, mais pas dans cette liste. Et enfin, je veux savoir un peu, du coup, les défis que vous avez pu rencontrer, parce que c'est vrai qu'on entend pas mal d'oppositions de principe quand on évoque la mode responsable, des consommateurs qui sont pas toujours convaincus, parce que bah, c'est la mode responsable, c'est trop cher, ou on parlait de greenwashing, justement, tout à l'heure. Un peu tout, ou alors justement des frayeurs par rapport à Vigie, la collecte de données qui peut faire peur à beaucoup de consommateurs ou d'entreprises. Enfin, un peu justement, je veux savoir justement les oppositions de principe que vous avez un peu que vous avez pu rencontrer lors de vos engagements du coup. Je laisserai quelqu'un d'autre commencer. Je précise, un Vigie ne collecte pas de données sur le B2C, hein, sur Ouais, sur le grand public. Nous, aujourd'hui, je veux dire, la principale complexité aujourd'hui, je pense, enfin, en tout cas à mes yeux, c'est que quand tu te mets sur ce segment-là, le consommateur lambda peut être très dur. Et en fait, quand tu te positionnes comme, entre guillemets, une marque éco-responsable, même si ça veut un peu tout et rien dire, on t'attend au tournant, en fait. Et tu as l'impression, justement, que tu n'as pas le droit de faire des compromis sur certaines choses. Et du coup, pour nous, c'est tout le sujet, c'est d'arriver à prouver aux gens et à les éduquer, entre guillemets, sur le fait que les marques qui vous disent qu'elles font tout bien, elles mentent. C'est pas vrai. Il y a sûrement, et souvent, c'est celles qui disent qu'elles font les trucs parfaits qui, en fait, font des trucs dégueulasses derrière. Donc, et c'est ça qui est dur, c'est que aujourd'hui, il y a énormément de communication et de marques qui surfent sur cette tendance parce que le marché évolue dans ce sens-là, mais c'est tant mieux. Et du coup, la complexité, c'est d'arriver, en tout cas, nous, c'est ce qu'on ressent aujourd'hui avec notre communauté et les gens à qui on cherche à s'adresser, c'est d'arriver à montrer que c'est pas à pas, c'est petit à petit qu'on arrive à construire un truc vertueux et un truc mieux. Et il n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Voilà. Je pense que c'est important de rappeler ça vraiment aux consommateurs qu'il n'y a pas de solution miracle et que chaque marque, je pense que Bocage peut le prouver au fur et à mesure que bah, enfin, n'importe qui, même si de base n'est pas bien orienté, peut essayer, mais il n'y a pas de solution miracle et à un moment donné. Ouais. Oui, tout à fait. Je peux rajouter, parce qu'il y a beaucoup de PG là du groupe ERAM, mais c'est un avis encore très, très personnel. Mais ERAM, d'une manière générale, est capable de dire d'office et en véritable sincérité, je crois, donc c'est comme ça que j'ai ressenti, mais après, ça ne concerne que moi. On n'est pas parfait, mais voilà ce qu'on fait. Et en fait, voilà ce qu'on essaye de faire. C'est-à-dire, le consommateur, à partir du moment. Alors, certes, des fois, il a un petit peu de mal à comprendre que tout ne peut pas être parfait, certes, mais dès qu'on lui explique là où on en est avec une sincérité, et je pense que enfin, ça se ressent à un moment nécessaire, on ne l'est pas, quoi. Et si le consommateur perçoit qu'il y a de la progression, il y a du mouvement, il n'y a pas d'autosatisfaction de se dire moi j'en suis là et puis le reste, je m'en fous. Je crois qu'on a regagné, on a fait 80% du chemin avec le consommateur, en fait. Une perception qu'on a tendance, nous, à observer avec Vigie. Et là où je rejoins complètement Guillaume, les marques qui disent qu'elles font tout, c'est juste impossible. On ne peut plus produire ces produits. Donc, nous, on a tendance à conseiller les marques qui sont autour de nous de bien se concentrer sur les messages qui forment l'ADN de leur entreprise et sur lesquels elles se doivent d'être irréprochables, plutôt que d'essayer d'aller taper un petit peu partout. Ça ne sert à rien. Et de prouver leur tir, je pense aussi. Je pense que voilà, de présenter des faits, c'est bien, mais de prouver par A plus B que voilà, on le fait vraiment, c'est encore mieux. Je pense que c'est ce qui peut gagner la confiance des consommateurs. Tu as complètement raison, Amandine. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'il y a encore 2 ou 3 ans, la question du consommateur, c'était j'aimerais bien acheter éco-responsable, mais je ne sais pas où. Ou alors c'est trop cher, ou alors c'est moche, etc. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuses. Et puis, de toute façon, la question, elle n'est plus là. La question aujourd'hui, et ça va être de pire en pire, c'est tout le monde se dit éco-responsable. J'ai vraiment besoin de savoir qui fait quoi et qui dit vrai. Voilà comment j'ai tendance à résumer. Et c'est sur quoi on essaye, enfin, on agit, je crois, avec Vigie,
puisque notre système vise à donner une information déjà compréhensible, mais surtout qui soit fiable. Alors, ça prendra du temps. Là encore, nous aussi, on reste super humble. Ça passe en claquant des doigts. C'est très compliqué d'aller vérifier un certificat, vérifier que ce soit un authentique. Aujourd'hui, il y a un certificat qui existe qui s'appelle le GOTS, qui est très connu dans le monde du textile, qui est un des principaux. Vous l'avez sur probablement au moins quelques-uns des vêtements que vous portez. Il y a un marché du faux qui est en train de se développer en Chine, qui est complètement dingue, et tout le monde s'y perd justement pour vérifier les certificats GOTS. Donc, il y aura toujours des triches, un peu comme les pirates informatiques. Hein. Vous mettez un super antivirus et à partir du moment où vous l'avez mis, les pirates se font le jeu d'aller trouver les contournements. Donc, il y aura toujours ce jeu-là. Il n'y aura pas de situation parfaite. Mais par contre, on a tous du progrès quand même à faire. C'est ça. Ce qui est dur, en fait, et c'est pour ça que Vigie est une solution hyper intéressante, c'est que c'est dur de trouver l'équilibre entre donner toutes les informations nécessaires au consommateur sans le saouler. Parce que tu vois, aujourd'hui, sur une fiche produit, et nous, on le voit si vous allez sur notre site, sur nos produits, on est hyper transparent, donc on met les fournisseurs, où ils sont, le nom du fournisseur qui nous donne nos matières, éventuellement les labels, etc. Mais ce qui fait que ta fiche produit, putain, elle est longue. Elle est longue et pas tout le monde aujourd'hui n'a envie de lire ça. Et même, en fait, la personne qui a envie de creuser un peu, est-ce qu'elle va avoir envie de creuser suffisamment pour voir toutes ces informations, tu vois? Et c'est ça qui est un peu compliqué parce que tu te dis, où est-ce que je le mets, mon curseur? Est-ce que j'en dis trop? Est-ce que j'en dis pas assez? Est-ce que si tu dis juste, bah, mes baskets, elles sont sans matière animale, en partie recyclées et fabriquées plus localement, est-ce que ça suffit? Moi, personnellement, non, je trouve que non, parce qu'aujourd'hui, ça veut tout et rien dire. Recyclé, ouais, mais quel pourcentage? En fait, on peut Localement, vite ouais, se mais où? heurter au greenwashing de l'autre côté. Bah, en fait, c'est pas forcément du greenwashing, mais c'est juste que c'est de l'info incomplète. Et en fait, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est de donner l'impression au consommateur que toutes les solutions sont trouvées. Que quand tu fais un t-shirt recyclé ou une basket avec un peu de matière recyclée, ben c'est bon, on a tout bon. Ou que si tu n'utilises pas de cuir animal, ben c'est bon, parce que c'est vegan, du coup c'est mieux. Tu vois, enfin, pour moi, il faut donner quand même, faut être vachement plus exhaustif dans ton approche, mais en même temps, est-ce que le grand public s'intéresse à ça aussi, tu vois? C'est compliqué. Je peux peut-être te donner un complément d'avis là-dessus. Enfin, c'est pareil, c'est des observations qu'on a faites avec différents tests, etc. Le trop est l'ennemi du bien, de toute façon. Et là où le consommateur nous dit, dont on fait partie, je m'inclus clairement dedans, hein, alors ça sera peut-être moins sur le textile, parce que je suis averti sur le textile, mais dans le domaine, je suis exactement pareil. Réclamer toute l'information, en fait, quand on donne toute l'information, on le perd, nécessairement. Ouais. Donc, tu parlais du curseur, c'est évident. Je pense que rien que le fait, une fois de plus, de montrer qu'on a une démarche de transparence, on a déjà gagné une partie du chemin chez la majorité. Alors, il y aura toujours des haters, il y aura toujours des puristes, mais ça représente des extrêmes qui sont quand même assez réduits. Puis là encore, on ne va pas satisfaire tout le monde, c'est juste impossible. Donc, j'ai l'impression que avec quelques informations précises et assez explicites, on est déjà capable, tu sais, il y a un peu la théorie du 80-20 du Pareto, hein, de se dire avec 20% des bonnes informations, tu vas gagner 80% des questionnements, ou répondre à 80% des questionnements de tes consommateurs. Et de toute façon, il faut se résoudre de toute façon à limiter la quantité d'informations. Il y a un moment, c'est forcément... Un jour, on pourra en parler si tu veux. J'ai des exemples assez concrets de pionniers justement de la transparence. En plus, il ne faut rien leur reprocher, ils ont tout essayé. Et en essayant tout, ils ont fait quelques avantages là-dessus. C'est intéressant. Yes. Il y a Pierre qui veut prendre la parole, a priori. Ouais, Inès, je ne sais pas ce que tu en penses. Peut-être qu'on peut justement laisser le moment aux questions et laisser la possibilité aux intervenants de prendre le micro et ceux qui assistent à la conférence de prendre le micro et de poser leurs questions. Donc vas-y, Pierre, pas de souci. On vous propose de lever la main si jamais il y a d'autres questions. En haut, normalement, il y a la possibilité de lever la main. Ça sera plus simple pour interagir ensemble. Oui, tout d'abord, merci beaucoup à vous trois pour l'intervention. C'est super intéressant, c'est super cool. Guillaume, je me posais juste une question par rapport à ce que tu as dit juste avant, qui était justement par rapport au grand public. Est-ce que finalement, aujourd'hui, je prends l'exemple de tes baskets, faire un produit que tu juges toi-même aujourd'hui avec une certaine notoriété, une certaine qualité de produit, quelque chose de super positif, finalement, aujourd'hui, tu peux pas te dire, ok, j'ai peut-être touché 1000 personnes, mais c'est déjà 1000 personnes qui finalement
vont parler autour d'elles, vont peut-être faire changer les mentalités. Et tu disais que est-ce que ça vaut le coup de préciser comment est fait le produit, d'où il vient, avec quels matériaux, etc. Et justement, finalement, cette notoriété va s'acquérir au fur et à mesure des années. Et avec le changement des mentalités qui s'opère dès aujourd'hui et depuis quelques années, justement, dans les années à venir, en fait, finalement, la seule marque qui reviendra, ce sera Maiko, parce que justement, finalement, ça fait tellement longtemps que tu as fait tes preuves sans chercher à toucher 10 milliards, enfin, ok, n'importe quoi, mais Oui, 1 non, mais milliard de je vois ce que personnes, tu veux dire. enfin, voilà. Ouais, alors, effectivement, déjà sur les informations présentes, dans tous les cas, il faut qu'elles apparaissent. La question sur laquelle on s'interroge, c'est plus dans quelle quantité et à quel moment t'arrêtes de rentrer trop dans le détail et à quel moment tu perds le consommateur. Donc c'est un peu là-dessus qu'on s'interroge. Après, sur le ciblage, en fait, parce que tu parles plus ou moins de ciblage, je pense qu'effectivement, c'est hyper important d'abord de se concentrer sur ton cœur de cible. Et nous, aujourd'hui, notre cœur de cible, ça va être les urbains, on va dire, avec un certain sens du style, mais déjà certaines convictions, qui vont rechercher ce genre de produit sur ce marché-là. Mais justement, on a pour objectif, très rapidement, que notre produit il puisse aller toucher des gens qui ont peut-être un début de cette conscience environnementale, écologique, mais qui n'ont pas encore fait la bascule parce qu'ils ne se retrouvaient pas forcément dans les produits actuels du marché. Mais ça sera possible si et seulement si ta basket, sans savoir tout ce qu'il y a derrière, visuellement, les gens la kiffent. Donc, je dérive un petit peu, mais c'est simplement pour dire effectivement que d'abord, on va s'adresser, comme tu dis, à des gens qui sont sur ce créneau-là. Et après, on va espérer que notre produit soit suffisamment désirable pour aller faire rayonner ça auprès d'un public plus large qui est peut-être un peu moins engagé aujourd'hui que notre cœur de cible, le cœur de cible à qui on s'adresse. Ouais, ok, ça marche. Bah, super. Mais c'était juste une question comme ça par rapport à ce que tu disais sur effectivement ton customer segment. Mais du coup, une fois que enfin, c'est défini, la notoriété va s'acquérir finalement au fil des années et au fil de l'eau. Bah, si tu veux, l'exemple de Veja, c'est un super exemple. Veja, je connais bien la marque, mais je suis pas non plus expert, j'ai jamais bossé chez eux. Mais j'ai un peu le sentiment, et son fondateur le disait, que la plupart des gens qui achètent, 80% des gens, ne savent pas qu'il y a une approche sociale ou environnementale derrière. Ils achètent parce que le produit est à la mode, parce que le design est cool, et parce que voilà, ça a explosé d'un coup avec la princesse, je sais pas quoi, en Angleterre qui les a portés. Et voilà, après, ça fait boule de neige. Mais en fait, comme tu dis, la force qu'ils ont, c'est que depuis le début, ils ont essayé de faire les choses bien. À cela, c'est ajouter un design cool, universel, facile à porter pour le grand public. Et du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ont le succès qu'ils ont. Et c'est humblement ce qu'on essaie de reproduire. C'est d'avoir un ADN depuis le début qui est vraiment engagé, qui est sincère, et de le coupler avec un design qui peut aller taper sur des populations assez larges, en fait. Super, on peut Super, passer merci. la main à Emma si ça va, c'est bon pour toi. Yes. Ben, bonjour à tous. En tout cas, déjà, merci beaucoup pour votre intervention. C'était plus qu'intéressant. Alors, moi, ma question, elle va plus vers toi, Guillaume Micou, mais je serais très intéressée d'avoir aussi l'avis des autres intervenants. Du coup, je connaissais pas la marque Micou et du coup, je suis allée voir tout de suite sur Internet, enfin sur votre site. Il y avait une partie qui m'a assez interpellée. C'était les limites du projet. Et dans votre site internet, en fait, vous expliquez les limites de vos projets et je trouvais ça vachement intéressant d'être totalement transparent avec le consommateur en disant voilà, sur notre paire de chaussures, on récupère tant de pourcents, etc. Et du coup, ma question, c'est est-ce que du coup, aujourd'hui, une mode responsable, c'est une mode transparente, selon vous? Bah, je pense que oui, complètement, parce que, et Jocelyn et Amandine, je pense qu'ils iront dans ce sens-là également, c'est dur de dire le contraire. En fait, pour moi, tu es obligé d'être transparent pour, comme je disais, éduquer le grand public et le consommateur vers la réalité du marché et faire progresser les mentalités. Après, cet onglet limite, par exemple, qu'on a mis sur notre site, on sait pertinemment qu'il va intéresser 1% des gens qui vont sur notre site.
Mais en fait, malgré tout, on veut qu'il soit là parce que les gens qui veulent rechercher ou qui veulent se dire ouais, mais il y a sûrement, c'est pas si bien que ça, etc. Et au moins, on leur explique qu'on en a conscience et on leur dit, et c'est ce que disait Jocelyn tout à l'heure, on essaie de dire où on veut aller. Et je pense que c'est hyper important parce qu'il y a un autre onglet sur le site où on parle de nos rêves, entre guillemets. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est intéressant quand tu es une marque d'intégrer ton consommateur dans ton projet à long terme et de lui dire, en fait, voilà où j'en suis aujourd'hui. Mais imagine, on arrive à faire tout ça dans 5 ans grâce à vous. Ça serait pas hyper cool? Et en fait, on se dit que quand tu intègres le consommateur dans cette démarche depuis le début, tu as plus de chances d'arriver à créer une communauté qui vraiment te soutient et qui a envie que ton projet vraiment soit un succès parce qu'il s'imagine autant que toi ce que ça pourrait donner, quoi. Oui, je suis totalement d'accord avec vous. Et enfin, moi, ça m'a interpellée quand même assez rapidement sur le site parce que c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de marques comme ça qui assument de parler des limites, d'assumer de parler des limites du projet, tout ça. Et du coup, c'était juste pour vous dire que j'apprécie énormément la démarche. Je trouvais ça super intéressant. Faut rendre à César ce qui appartient à César. Veja l'a très bien fait et ça a été un des pionniers à le faire. Et c'est inspirant parce qu'effectivement, quand on connaît la mode depuis un certain nombre d'années, arriver et dire bon, en fait, voilà ce qu'on fait de mal, ça va un peu à contre-courant de ce qu'a fait la mode pendant longtemps, quoi. Où il y a une opacité hyper forte sur beaucoup de sujets. Mais je pense que c'est quelque chose qui va de plus en plus se faire, de parler des limites de son projet. Ouais. Je sais pas ce en que fait, vous en je trouvais pensez. ça vachement intéressant de montrer qu'on est conscient des limites du projet. C'était ce que vous disiez tous les trois dès le début, qu'on a envie de s'engager, vous avez envie de développer tous une marque un peu éco-responsable, mais c'est une limite dans le sens où de toute façon on produit et on consomme et du coup ça peut pas être 100% responsable à la base. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant tous les trois quand vous avez abordé cette partie de justement de montrer qu'on a le recul, mais qu'on essaye quand même de parer à ses limites et qu'on essaye de faire du mieux qu'on peut, quoi. En fait, si tu veux, moi je le vois comme une philosophie entre guillemets du quotidien. C'est qu'aujourd'hui, la manière dont on développe la marque, pour moi, c'est la même chose que. Enfin, il y a beaucoup d'analogies avec la manière dont on essaie de faire un peu mieux à notre échelle au quotidien. C'est-à-dire que tu sais que tu fais des petits trucs de mieux en mieux, tu progresses, mais il y a plein de trucs à côté que tu fais mal. Et t'en as sûrement conscience. Il y a des trucs sur lesquels tu es plus ou moins à l'aise pour travailler, tu as des trucs sur lesquels, par rapport à ton contexte perso, tu n'arrives pas. Et en fait, aujourd'hui, quand tu as une entreprise, pour moi, c'est un peu la même chose. Tu sais qu'il y a des choses sur lesquelles tu es bon, tu progresses, tu fais de mieux en mieux, tu arrives à identifier là où tu es un peu moins bon, et sur ces choses-là, tu vas essayer de progresser aussi petit à petit en fonction de tes ressources, etc. Donc, tout est un peu lié, en fait, je pense. Je sais pas, il faut le consommateur aussi. Le consommateur ne peut pas être parfait non plus dans ses achats et il n'a pas forcément à culpabiliser s'il est franc avec lui-même. Ça. Ouais. En tout cas, merci Emma. Ouais, merci Emma. Je crois qu'Hélène avait levé la main. Après, je ne sais pas si tu veux prendre la parole. Bonjour, merci aussi pour cette intervention. J'avais quelques questions. Je voulais savoir quel est votre avis en fait sur la démarche cradle to cradle, du berceau au berceau. Peut-être que tu peux en dire un peu plus pour ceux en fait, c'est parce que moi je m'intéresse depuis un petit bout de temps sur la manière de consommer. Je suis arrivée sur ce best-seller qui était Cradle to Cradle et qui parle en fait qu'un produit en fait c'est du berceau berceau et qu'en fait il y a cette idée que ça doit revenir à la terre et que actuellement en fait on est plutôt dans cette idée de recyclage. On recycle, on mélange certains composants ensemble et finalement ce mélange est pas si bon que ça et que finalement on peut aussi créer des choses pires qu'elles ne l'étaient. À l'origine et actuellement en fait Cradle to Cradle je sais même plus comment j'ai connu ça mais j'en entends pas beaucoup parler finalement on est toujours dans le recyclage, dans cette idée du recyclage et finalement au bout d'un moment on se dit mais le recyclage c'est la dernière chose à faire finalement. Il faudrait plutôt utiliser le plus possible et avoir une fin de vie qui après retourne
aux origines, en fait. Et du coup, et actuellement, je suis un peu perdue. Je ne sais pas trop, en fait, où on en est par rapport à cette démarche-là, en fait. Moi, je peux dire, je pense que ça dépend pas mal du produit dont tu parles. En tout cas, par rapport à moi, ce que je connais qui est la basket. Déjà, il y a une réalité, c'est qu'on ne sait pas recycler les baskets. Ou très mal en tout cas. Parce que c'est un produit hyper complexe, tu as la semelle, tu as les empiècements après tout autour, etc. Ensuite, il y a un autre sujet, c'est que ça dépend, enfin, il y a une maturité de l'industrie qui n'est pas encore prête pour ça. Et évidemment, moi, enfin, ouais, dans le meilleur des mondes, tu fais une belle basket avec que des matières végétales, qui derrière peut être biodégradable ou en tout cas facilement désassemblée et revalorisée dans un truc vert. Le fait est que, en fait, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est que tu avances aujourd'hui en fonction de l'industrie. C'est dur d'aller plus vite que la musique parce que c'est des budgets de ressources et développement monstrueux. Et aujourd'hui, je pense que tu pourrais trouver certains éléments dissociés qui, en les assemblant, pourraient te donner ce genre de basket. Mais pour moi, tu sacrifierais complètement les attributs qui sont essentiels à une basket pour le grand public, qui sont déjà l'esthétisme, le design, le confort, la solidité et le prix. Donc en fait, peut-être que c'est possible aujourd'hui de faire un tel produit sur de la basket, et encore, je ne pense pas. Mais est-ce que c'est intéressant de faire ça pour après en vendre 10 parce que personne n'en achètera parce que c'est objectivement très très moche? Ou alors est-ce que plutôt tu essaies de faire évoluer le grand public et de travailler avec eux au fur et à mesure des innovations technologiques du marché pour faire un truc en douceur? Et pas dire aux gens, voilà, c'est la basket du futur. Bon, certes, elle est très moche, mais c'est la plus écologique, donc il faut mettre ça. Donc ce principe moi le recyclage, je suis pas hyper fan de cette solution, notamment dans les baskets, parce que il y a plein de choses qu'on ne dit pas. Mais effectivement, le retour à la terre, ça serait, c'est le truc le plus sain. Mais en tout cas, dans la basket, pour l'instant, on est très loin de pouvoir mettre en place ce type de modèle. Dans la basket, je pense, Guillaume, mais aussi dans tout l'univers de la chaussure, parce que nous, c'est la même chose. Oui, j'imagine, ouais. Il y a tellement de matériaux différents qui composent. En fait, on n'a pas encore la capacité à déconstruire la basket pour pouvoir la recycler proprement. C'est pas encore quelque chose qui est mis en place. Pourtant, Guillaume, quand on pourra planter tes baskets dans le potager, moi, je serais complètement d'accord. Mais moi aussi. Mais alors, attendez, je vais vous montrer un truc. J'essaie de retrouver. Il y a une Allemande qui a fait une basket, mais c'était un peu un truc provocatif. À partir de poils de chien des canineries, là, avec Allemagne. Je vais vous montrer juste pour. C'est de la provocation, mais ça montre un peu ça étaye un peu mon propos. C'est immonde, quoi, clairement. Ah, c'est très très laid, ouais. Enfin, peut-être quand dans une Fashion Week, ça peut passer, mais justement, en truc très provocation. Mais en tout cas, pour les gens du grand public, enfin, comme nous, comme toi et moi, non, ça passe pas. Bon, je vous la remettrai sur le mur, mais c'est marrant. C'est marrant. Il leur a mis un peu une colle, là, quand même. Ouais, je sais pas si dans le textile c'est plus facile, enfin c'est peut-être plus faisable parce que c'est quand même moins complexe un t-shirt qu'une paire de baskets. Ouais. Mais je pense qu'on n'y est pas non plus encore. Mais ouais, c'est peut-être possible, je sais pas. Merci. Je sais pas s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir sur cette question. Après, Jocelyn, tu expliquais que greenwashing, c'était un terme que tu voulais pas utiliser. Et je voulais savoir pourquoi. Ça avait du sens pour moi. C'est encore un point de vue personnel et je prétends absolument pas avoir une vérité. Néanmoins, je parle à date. Il y a quelques temps encore, il y avait du greenwashing. C'est-à-dire des déclarations, les gens ne le faisaient pas. Aujourd'hui, une marque qui va faire du greenwashing, elle va se faire déboîter sur les réseaux, mais même pas en quelques jours, en quelques heures. C'est-à-dire que la marque n'a absolument pas le luxe ou la possibilité d'avoir un discours en décalage avec ses actions. Donc aujourd'hui, ce qui est appelé du greenwashing, c'est souvent une démarche de démarrage. En fait, on va dire,
je vais prendre un exemple extrêmement clivant. On va dire H&M fait du greenwashing. Moi, je ne suis pas d'accord. H&M, ils sont blindés en com. Je peux vous dire qu'ils n'annoncent que ce qu'ils font et ils ne font que ce qu'ils annoncent. Ça aussi, c'est vrai. Mais néanmoins, voilà. Donc, c'est pas des greenwashing. C'est juste qu'ils vont faire une collection capsule en disant on fait de l'éco-responsabilité, on le fait que sur 3% de notre collection, c'est une collection capsule. Et certains vont dire c'est du greenwashing. Donc, il y a deux manières de réagir. Selon moi, une fois de plus, c'est soit on montre du doigt, on est militant, et j'ai rien contre les militants. On a besoin de militants. Néanmoins, moi, dans mes valeurs, ce n'était pas mon système de valeurs. Je vais plutôt essayer d'accompagner H&M pour passer de ces 3% à 3,5, à 4, à 10, à 15, et un jour peut-être à 25 et encore plus. Donc, c'est pour ça que cette notion de greenwashing, aujourd'hui, elle a plus vraiment sa... C'est une question de sémantique, hein. On joue peut-être sur les mots, mais c'est justement toutes les prises de conscience que le consommateur, de son côté, doit avoir. J'ai pour conviction que la progression de la filière, d'une manière générale, sur l'éco-responsabilité, elle dépend de plusieurs paramètres. Ça ne dépend pas que des marques. Les marques, a priori, elles achètent ce que les gens, elles vendent ce que les gens achètent. Donc, en fait, dire que ça vient que de la marque, c'est déjà, moi, j'ai un problème avec ça. Donc, cette progression, elle va venir de plusieurs faits concourants, plusieurs pressions qui viennent s'additionner. Il y a la pression du consommateur, il y a la pression législative, il y a la prise en compte sincère, comme je le disais, de la responsabilité de la marque, et c'est toute cette addition de paramètres qui font qu'on arrive à progresser. Donc, là-dedans, le greenwashing, je ne suis pas certain que ça existe encore finalement. Mais une fois de plus, c'est une perception très personnelle. En fait, le greenwashing, il existe sûrement encore dans la tête juste des consommateurs qui n'osent pas passer le cap et qui se disent que de toute façon, ça ne sert à rien de prendre cette capsule-là parce que c'est du greenwashing. En fait, je pense qu'elle reste beaucoup dans la vision du consommateur qui n'ose pas passer le cap et admettre que n'importe quelle marque peut changer son business model, Oui, étape par étape. Voilà, on en revient toujours à cette méthode des petits pas, c'est-à-dire que voilà, encourageons plutôt les initiatives, surtout parce que 3% de chez H&M, ça vaut 3000% de je ne sais pas combien d'autres boîtes. Donc c'est quand même énorme et c'est chouette. Bah oui, c'est chouette, c'est un début. En fait, on a besoin, peu importe l'industrie. Alors, je comprends parfaitement, moi, le ressentiment du consommateur, parce que je le vis aussi au quotidien, de se dire, putain, mais ils se foutent vraiment de nous, à nous faire leur campagne, machin, quand on sait comment ils fabriquent 90% de leur collection. Mais on a besoin, dans tous les cas, des géants de l'industrie pour faire avancer le truc, parce que il y a l'exemple d'H&M, mais un Nike ou un Adidas qui pèsent peut-être 90% du marché de la basket. Si eux, ils décident de faire bouger un petit peu, ça va être monstrueux, ça va avoir un impact énorme. Nous, en fait, on est là, les plus petits, on est là pour essayer d'inspirer les futures générations et aussi de prouver aux grands que notre modèle, il a du sens. Et justement, je pense par exemple à Fago qui appartient au groupe Eram depuis quelque temps. Peut-être que le fait d'avoir bossé avec Fago, qui a eu un certain succès, ça les a aussi aidés, eux qui sont un gros groupe, à dire putain, ouais, ça peut fonctionner et en plus ça a du sens, on va s'en inspirer, on va faire bouger les lignes, etc. Et en fait, à la fin, c'est une bonne chose. Ça répond à la question, du coup ? Oui, très bien. Merci. Plaisir. Merci beaucoup. Question ? Alors, on a Wanda, je crois, qui a une question. Vas-y, ton micro est coupé. Ouais, c'est bon, vous m'entendez ? Ouais. Parfait. Oui. Bonjour, je voudrais vous remercier pour votre intervention, c'était très intéressant. Donc moi, je monte ma marque de mode éco-responsable et aujourd'hui, donc c'est une marque qui est à destination des jeunes, parce qu'avec mon associé, on s'est dit qu'aujourd'hui, il y avait beaucoup de marques qui est en train d'émerger sur l'éco-responsabilité, mais que ça ne correspondait pas forcément à une cible très jeune et on voulait éduquer cette cible justement. Mais je me pose de plus en plus la question, est-ce que c'est utile, même si je pense qu'on s'adresse vraiment à une nouvelle cible auquel ne s'adressent pas forcément les marques actuelles, est-ce que c'est utile vraiment de lancer sa marque et donc de créer quelque chose qui n'existe pas, plutôt que de rentrer dans une grande enseigne et d'essayer de changer les choses en interne? Je vais citer quelqu'un d'assez inspirant sur cette question-là, pour ma part en tout cas, c'est Julia Faure de la marque Loom, L-O-O-M, qui sans arrêt remet en cause sa propre démarche, donc qui a une autocritique
assez dingue. Voilà, je ne répondrai pas mieux qu'elle. Je t'invite à aller voir, si tu ne l'as pas fait, en tout cas, d'aller voir sa marque et tout son blog. Ouais, le blog est top. Voilà. Ok. Ouais, effectivement, c'est dur d'y répondre. Moi, j'aurais quand même tendance comme ça à me dire, pour avoir bossé dans un équipementier sportif pendant quelques temps, on avait un peu le sentiment que dès que tu voulais mettre un projet un peu innovant en place, c'était très compliqué. Il y a beaucoup d'inertie. C'est dur. C'est assez dur quand tu es dans un gros groupe de faire bouger les choses. Alors peut-être que maintenant, justement, comme ces sujets-là sont beaucoup plus d'actualité et que le consommateur le demande, c'est peut-être plus simple qu'il y a un certain temps pour faire bouger les lignes dans les gros groupes. Mais bon, après, moi j'adore l'entrepreneuriat, donc je te dirais tout le temps, si tu te sens toi à ton échelle de faire un truc qui fait un peu bouger les choses, bah si toi tu le fais pas, en fait, personne va le faire. Si tu as confiance en toi, si tu penses que ton projet il peut avoir un impact et qu'il est censé, et que toi tu y crois, ben, si les gens comme toi ou comme moi, on les fait pas, en fait, bah, qui va les faire? Il faut bien qu'il y ait des gens qui essaient aussi de créer des nouvelles choses et de faire un peu bouger les lignes aussi à leur niveau. Moi, j'ajouterais juste pour finir, je pense que c'est intéressant de se lancer. Et puis, comme les grosses marques veulent aussi se lancer dans tout ce qui est éco-responsable, je suis sûre que tu trouveras des marques qui voudront, quand tu seras un tout petit peu plus connu, qui voudront faire des collabs avec toi pour faire des capsules responsables. Donc, je pense que ça peut vraiment intéresser les marques en ce moment. Moi, je te donnerais ce conseil et je suis assez d'accord sur le fait que les gros groupes, même si là tout bouge, c'est évident, c'est quand même plus compliqué parce qu'il y a des process qui sont ancrés et donc c'est quand même un peu plus compliqué de faire bouger les choses en arrivant dans une grosse marque. Mais appuie-toi sur elle, je pense, pour te développer, pour leur présenter ce que tu fais et voilà, et créer des collabs. Nous, c'est des choses qu'on fait très souvent pour gagner en notoriété ou pour faire gagner en notoriété des plus petites marques sur des projets responsables. En complément, fais-toi accompagner. On a cité 2-3 choses tout à l'heure. Il y a vraiment des organismes aujourd'hui qui sont parfaitement dédiés à l'accompagnement de la création des marques éco-responsables. Et je rejoins un point qu'a évoqué tout à l'heure Guillaume. Je ne sais pas si on doit dire créer une marque éco-responsable, dans le sens où aujourd'hui, toute création de marque ne peut pas se passer d'éco-responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un argument commercial, quoi. Merci. Ouais. C'est le mot que je cherchais, mais exactement le mot que je cherchais. C'est-à-dire que l'argument commercial, Guillaume l'a dit, c'est de la robustesse pour que ton produit soit durable, quoi que ça puisse faire partie des éco-responsabilités. C'est un style, c'est un prix. Et c'est un affect au produit qui passe par l'ensemble de tout ça. On est là sur des notions marketing, mais aujourd'hui, un produit éco-responsable sans style, sachant le nombre de marques éco-responsables qui se créent, un produit éco-responsable sans style est voué à être noyé dans la masse et probablement à peu d'avenir. Donc, la marque, elle doit s'appuyer sur une identité de marque et l'éco-responsabilité doit être un moyen et non pas une fin, je crois. C'est ce que conseille, enfin, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est ce que j'entends partout. Moi, je suis pas créateur de marque, donc finalement, d'ailleurs, je suis très légitime pour parler de ça, mais c'est ce que j'entends et c'est ce que je vois chez les marques qu'on accompagne, c'est qui marche. Je suis complètement d'accord. Complètement d'accord avec Jocelyn. Et du coup, je le redis, mais lis le bouquin que j'ai mis plus haut sur la conversation du mec qui a fait Toms. Comment tu peux créer une marque qui va bien au-delà de son produit. Et pour moi, c'est aujourd'hui comme ça que tu te différencies aussi, parce qu'il y a du marketing derrière, c'est évident. Si aujourd'hui tu te lances en disant on fait des vêtements recyclés, éco-responsables, tu vas sur Ulule, tu en as 12 par jour. Donc en fait, aujourd'hui, il faut faire plus. Et tant mieux, parce que du coup, ça devient la norme de faire des trucs éco-responsables, et ça, c'est cool. Mais du coup, il faut creuser, il faut aller beaucoup plus loin, il faut que tu aies une cohérence, que tu fasses je sais pas, que tu développes un projet social à l'endroit où tu sources tes matières premières, tu vois, mais un truc qui va bien au-delà du produit. Et bah, du coup, lis le bouquin de Toms, parce que pour le coup, c'est assez inspirant sur ces sujets-là. Je pense que c'est des beaux conseils qu'on a eu là et qui pourront vraiment être appliqués à tous, surtout dans le carrière. Je ne sais pas si Emma, tu as encore une question, je vois que tu as la main levée. Non, pardon, c'était une erreur. Pas de souci. Bon, je ne sais pas s'il y a encore une question ou pas.
Sinon, je pense qu'on a bien dépassé, qu'on a bien dépassé et qu'on a un petit Covid qui devrait peut-être aller se reposer un peu. Gros dodo. En tout cas, vraiment, merci à vous trois d'être venus. Ça nous a fait très plaisir pour le premier Live Talk notamment. Je pense que vous nous avez apporté des belles leçons de vie à tout le monde et qu'on va pouvoir, tout le monde va pouvoir prendre de la graine de vos interventions. Merci à tout le monde et puis surtout Ouais. de se dire que ça ne s'arrête pas là. S'il y a encore des questions ou voilà, on est joignable sur les réseaux sociaux, sur les discussions peuvent avec plaisir se prolonger. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci beaucoup à vous trois. Merci à tous ceux qui sont venus voir la conférence et puis bonne fin de soirée. Yes. Merci beaucoup. Bon, bah, au Bonne plaisir. fin de soirée. Merci à Dorga. Merci à tout le monde. Merci. Ciao, Merci bonne beaucoup, soirée. bonne soirée. Au revoir. Salut.